Eh bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Ici Martin-Joseph Lamontagne. Vous êtes à Tout le monde me parle. Édition du vendredi soir. Oui, je sais, le son est trop fort. Je sais. J'ai pas de régisseur ce soir. Jean-Marc Drolet n'étant pas disponible, je suis obligé de tout faire. Par contre, j'ai une caméraman qui est censée m'aider. Une belle caméraman. Est-ce que je demanderais à la caméraman qu'elle vienne? Ma chère Morgane, ta job de caméraman est commencée. Alors ce soir, chers auditeurs, elle ne veut pas se faire voir. C'est sa première expérience à la caméra. Morgane va s'occuper de la régie ce soir. Alors si vous voyez la caméra se balancer de gauche à droite, de gauche à droite, eh bien, dites-vous bien qu'il y a un peu de Morgane derrière ça. C'est elle qui va s'occuper des changements de caméra. Alors, à ma gauche, à ma gauche, à ma gauche, à la place de Marie-Hélène Boucher. À la place de Marie-Hélène Boucher. Qui remplace Marie-Hélène Boucher ce soir? Voyez-vous qui le remplace? Voyez-vous ce beau jeune homme? Ce beau jeune homme fraîchement rasé ses cheveux. J'aime beaucoup ta coupe de cheveux. C'est mon ami Carl Brochu. Ben oui, Carl Brochu qui est un fidèle de Radio Infocité, un inconditionnel qui est venu, comme ça, il tentait, il s'est dit, on va aller passer un beau vendredi soir pour accueillir notre visiteur. Vous ne savez pas c'est qui et vous allez apprendre à le connaître dans quelques minutes. Je sais que vous mourrez d'envie et je vous fais patienter. Et c'est volontaire, hein? Je suis un petit peu cruel un peu là-dedans. On va faire juste une petite mise en contexte. Le Parti québécois se cherche un chef et il vit une période qui n'est pas évidente. Il vit une période où il est en reconstruction. Une reconstruction qui n'a pas le choix d'être profitable. C'est gagner ou mourir. Pas le choix. Il faut qu'il choisisse la bonne personne qui va le représenter, qui va être l'amiral qui va mener ce navire vers la victoire, vers l'indépendance. Alors, il y a une course à la chefferie en cours. Et comme nous sommes à la croisée des chemins, nous, à Radio Infocité, n'est-ce pas, Carl, on s'est donné comme mission de rencontrer les candidats à la chefferie. Les candidats et les aspirants candidats à la chefferie. Bien important, parce que là, il y a encore des petits détails encore à régler, mais on en a un, là. Le 5e candidat à la chefferie est peut-être et très probablement à côté de moi ce soir. Alors, je sais que vous êtes impatients et je vais vous le présenter. Alors, ça va comme suit. Bon, ça marche. Hey, on se débrouille sans Jean-Marc. C'est le fun, merveilleux. Vive la technologie. Bonsoir, monsieur. Vous êtes monsieur? Présentez-vous. Antonio Bernabé. Monsieur Antonio Bernabé. Alors, monsieur Antonio Bernabé, bienvenue à Tout le monde me parle en ce beau vendredi soir où il fait pas trop froid. Merci de m'avoir invité. Vous m'avez contacté parce que vous m'avez partagé votre grande ambition de vouloir diriger le Parti québécois. En effet. Mais là, les gens à la maison vont dire, mais qui est ce monsieur? On ne le connaît pas, Antonio Bernabé. Ben, en fait, moi, ça fait longtemps que je suis né. J'ai passé 12 ans... On va vous demander de vous rapprocher de votre micro un peu mieux. 12 ans et demi en Italie, de ma naissance, jusqu'à l'approche de 12 ans et un peu. Je suis allé en Belgique pendant 10 ans où j'ai étudié la musique et aussi au marmier à l'élémentaire. Et puis en 61, je suis arrivé ici, j'avais presque 23 ans et je suis ici depuis. Donc vous êtes né en Italie? Né en Italie, oui. Et puis, ma carrière ici au Québec, ça a été surtout l'enseignement de la musique 29 ans au secondaire, mais dont 28 ans à l'école Henri Bourassa, ici derrière. OK, donc vous avez travaillé à l'école Henri Bourassa, vous avez enseigné la musique, oui. Et on m'a dit que vous étiez aussi chef d'orchestre. Ben, chef d'orchestre, un professeur de musique monte un orchestre. Que ce soit une harmonie, un orchestre symphonique ou même un stage band, et il doit le diriger. Alors, je suis un chef d'orchestre pour diriger mes propres élèves. Et justement, on va faire le 50e anniversaire le 14 juin de l'harmonie que j'ai commencé le premier concert le 4 juin 1970.
D'accord. Ouais. Mais c'est ça. En tant que professeur, je suis chef d'orchestre. Mais je ne suis pas chef d'orchestre d'un orchestre symphonique comme celle de Montréal. D'accord. Donc, vous avez travaillé dans le domaine de la musique. La musique, oui, toute ma vie. À part quelques années, j'ai fait autre chose pour gagner ma vie. Excellent. C'est bon. Et là, j'ai cru comprendre que vous êtes indépendantiste. C'est bien ça? Je le suis depuis longtemps, aussitôt que j'ai mis les pieds au Québec. Depuis que vous avez mis les pieds au Québec. Ah oui, depuis 61, oui. Vous êtes devenu indépendantiste tôt. Oui, tôt. Parce que la situation à l'époque, elle était bouillonnante, hein? Donc, le mouvement indépendantiste était déjà là. Et puis, il ne faut pas oublier aussi un peu de terrorisme, entre guillemets, avec le FLQ qui faisait sauter les boîtes de lettres. Donc, ça se parlait. Et naturellement, moi, je suis né avec un esprit de justice. Et quand je vois une bagarre, je suis toujours du côté du plus faible. C'est votre motivation. C'est ça. Donc, et puis, moi, je prétends que tous les peuples du monde entier doivent avoir leur autorité et se mettre à avoir des liens avec qui ils veulent bien se lier. Et non pas que d'autorité, on les oblige à être membres d'un ensemble. Ah, tout à fait, tout à fait. Et là, vous travaillez ici, vous vous impliquez, Est-ce que vous avez déjà été candidat? Non. Candidat à l'école pour certaines choses, oui, mais pas politique. Mais pas pour ça. Mais pas pour ça. Mais là, vous, quand vous m'avez approché, vous m'avez dit, moi, là, j'aimerais bien ça être candidat à la chefferie du Parti québécois. Oui. Comment est née cette idée, sachant que vous n'avez pas été député, vous n'avez pas été élu, vous n'avez pas, finalement, un parcours typique d'une personne qui veut diriger un parti politique, par exemple? Ça vient progressivement. Parce que tout le monde, dans les discussions amicales, tout le monde dit si j'étais, je ferais telle chose, si j'étais ci, je ferais ça. Ça, je me le disais moi aussi. Mais dernièrement, voyant que le parti n'a pas fait grand-chose de positif à la dernière élection, donc ça m'a touché encore plus. Puis petit à petit, en parlant avec un ami, qu'on se voit souvent, j'ai commencé à écrire ce bulletin-ci. Et petit à petit aussi, je me dis, bon, moi je voulais écrire ça. Ensuite, dans les rumeurs, on disait que le Parti québécois ferait la course en 2021. Je me dis, j'ai le temps de l'écrire, de le publier. Et ensuite, je veux faire une marche pour attirer l'attention sur moi, Montréal-Québec, pour justement faire connaître mes idées. Et je voulais le faire au mois de septembre. Il me dit là, ensuite, après ma marche, j'aurais bien vu qui aurait pris mes idées. S'il y avait quelqu'un qui prenait mes idées, je l'aurais plutôt encouragé. Mais là, ça se fait tout de suite. Alors, je me dis, pour attirer l'attention, bon, il faut que je fasse la marche, encore une fois, et encore plus, peut-être être candidat pour qu'on me prenne au sérieux aussi. Oui, tout à fait. Alors, c'est là que j'en suis et je pose ma candidature. Bon. Et on verra ça le 9 avril, si je serai candidat officiel ou pas. Si vous êtes candidat officiellement ou pas. Ouais. Ah, j'ai reçu un appel. Attendez-moi un instant. Alors, M. Bernard, écoutez, oui, ouais, hein, je constate que j'ai souvent parlé des Italiens que j'ai côtoyés, parce que moi, je viens de la région de Québec. Oui. Et depuis que je suis à Montréal, j'ai beaucoup plus de contacts avec la communauté italienne. Et j'ai constaté que ce que vous nous faites comme témoignage ici ce soir n'est pas vraiment ce que j'ai entendu dans la communauté italienne. Celle qui est arrivée, vous dites que vous êtes arrivé en 61. Oui. Connaissez-vous, sûrement que vous connaissez l'histoire des Italiens qui sont venus vivre avec nous au Québec. Oui, vous avez des contacts avec des Italiens. Parlez-moi un peu de cette communauté-là que j'aimerais tant qu'ils nous aiment autant que nous autres, on voudrait que nous autres, on les aime. Excusez. Oui. Exact, mais c'est pas leur faute. Parce que il y a une chose que j'ai eu de la difficulté à croire, que j'ai rencontré justement des Italiens qui l'ont vécu, qui me disent oui, ça a été notre cas.
c'est que les Italiens que nous avons quitté l'Italie après la Deuxième Guerre mondiale, donc les enfants, Oui. moi j'ai été en Belgique, c'était juste l'école française, et donc l'école française, j'ai refait mon primaire, et ça a été bien parce que j'ai quand même appris le français d'une façon correcte. Oui. Tandis que les Italiens qui sont venus ici, enfants, Oui. ils ont voulu s'inscrire à l'école française catholique. On les a refusés. Oui. Et ils devaient aller à l'école protestante. Il n'y avait pas le choix, anglaise. Oui. Et si, vois-tu? Ce refus-là, M. Bernabé, j'aimerais absolument que vous m'en parliez parce qu'on a parlé à l'émission. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Dans quel sens on a refusé les Italiens qui sont venus? Parce que vous étiez de religion catholique comme nous. Oui. Donc, c'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup d'Italiens qui choisissaient le Québec. Oui, dernièrement, j'ai parlé avec un Québécois et qui ne comprenait pas pourquoi la religion catholique du Québec et la religion catholique en Europe n'avaient pas les mêmes habitudes. Comprends-tu? Et il y avait des rivalités, je crois, hein, entre... C'est qu'ici, l'Église avait beaucoup plus de pouvoir qu'en Europe. Et donc, ils avaient la même mise, disons, sur le peuple québécois. Oui. Et ils ne voulaient pas que les petits étrangers viennent polluer leur mentalité. OK. Ils ne voulaient pas que les petits Québécois glissent un peu en dehors de leur domaine. Oui. C'était juste ça. OK, un conservatisme réactionnaire. Oui. Oui. Alors, tandis que moi, quand je suis arrivé, bon, j'étais adulte, j'avais presque 23 ans, mais je parlais déjà français. OK. Donc, je n'ai même pas cherché mes concitoyens italiens. J'ai été selon le travail que j'ai trouvé. Et donc, j'ai vécu toujours francophone. Donc, votre arrivée ici au Québec n'a pas été nécessairement dans la communauté italienne, parce qu'en sachant le français, vous avez tout de suite fait affaire avec des Québécois francophones. Moi, j'ai travaillé les deux premiers mois dans une pâtisserie italienne. Oui. Mais quand j'allais dîner, j'allais chercher le journal après, je lisais les petites annonces, j'en ai trouvé une. Je retourne à la pharmacie parce que je n'avais pas de téléphone pour téléphoner. Je parle avec le patron qui avait mis l'annonce. Il me dit, demain matin, tu commences à travailler? Oui. Et j'ai commencé à travailler à la pâtisserie de Gascogne à Cartierville. OK, ça a été votre premier travail à la pâtisserie. Oui, eux, c'était des Français. Vous n'étiez pas marié, vous n'aviez pas d'enfants? J'étais marié. Oui, Pas OK. d'enfant, mais marié. OK. Puis on était très jeunes aussi. Moi, j'avais... Votre femme est venue avec vous? Avec moi, oui. Oui. Et on connaissait personne à Montréal. Ah, c'est... Et vos premiers amis, ça a été à la boulangerie? Quand est-ce a commencé votre enseignement? C'était là. C'est surtout mes amis où j'ai eu pendant des années des relations qu'on a encore. Ça a été des gens qui ont travaillé avec moi à la pâtisserie de Gascogne. OK. Donc, puis ensuite, vous êtes devenu professeur de musique. Ça, c'est venu petit à petit. Ah oui? C'est que moi, je voulais trouver un travail comme vendeur, quelque chose ainsi, pour avoir de la liberté d'organisation. Et à un moment donné, je n'aurais pas une annonce comme agent d'assurance, je pense. Et puis, avant de devenir professeur. Donc, j'ai quitté à 5 ans et 8 mois. Oui. J'ai quitté la musique militaire pour rentrer à l'école secondaire Henri Bourassa comme professeur. Wow. Et puis, j'ai pris ma retraite en tant que professeur. À quelle année vous avez commencé dans l'enseignement? En 68. 68, là, vous êtes en plein dans le début des polyvalentes. Puis, donc, vous aviez une expertise en musique. C'était quoi vos connaissances en musique, brièvement? Moi, j'étudiais au Conservatoire royal de musique de Liège. OK. Pendant 10 ans, on arriva... J'avais commencé la musique dans mon village natal. Et on arriva à Belgique. Mon père m'amène tout de suite au conservatoire, inscrit. Et j'y suis resté jusqu'au moment où je suis venu au Canada. OK. Disons au Québec plutôt. Ben oui, absolument, absolument. Et donc, j'ai appris la flûte traversière et puis la percussion. Et puis tous les autres cours d'appoint. OK. L'histoire de la musique, l'harmonie, le corps. Pour mieux l'enseigner. Oui, c'est que tu dois toucher à tous les domaines de la musique, aussi bien la pratique que la théorie. Hein. Ah oui, oui. C'est ça. Donc... Et là, vous emmenez un bagage de Liège au Québec. Oui. Donc, j'aurais aimé suivre vos cours, mais au début, racontez-moi donc l'ambiance dans les polyvalentes. Comment vous avez fait face au début à des groupes de Québécois qui... Quand j'ai commencé, moi, musicalement, j'étais très bien qualifié. Mais en tant que prof, non.
Non, c'est ça, vous l'avez appris sur le tas, là, vous, là. Alors, j'ai dû faire mon brevet d'enseignement en 2 ans. OK. En psychopédagogie, en même temps que j'enseignais. Ah oui. J'ai eu, au début, pas mal, parce que moi, maîtriser les gens, là, je ne suis pas tellement talentueux pour ça. OK. Mais, petit à petit, je me suis adapté, puis je suis resté 28 ans, donc, à la même école. OK. Et dès 70, donc, 2 ans après, je faisais un premier concert avec les élèves. OK. Et en 85, l'harmonie de mon école, nous sommes allés en Angleterre pour représenter l'IFUHBHD sur le Canada, représenter le Canada dans un festival folklorique à Bellingham. OK. Et pendant 9-10 jours, là, on était 12 pays différents. Et la musique, pour moi, c'est-à-dire que la musique est le seul langage universel écrit. Et moi, je te prétends que c'est par ce langage que les nations trouveront leur union. Et puis justement, en 85, c'était un exemple parce qu'il y avait 4 pays de l'autre côté du rideau de fer. Ouais. Et le rideau de fer a vraiment existé. Et puis 8 pays occidentaux, si tu veux, même pas, parce qu'il y avait aussi l'Égypte, tout ça. Et on a fait un beau festival. Oui, absolument. On a eu beaucoup de succès. Wow. Vous êtes monté là avec combien d'étudiants? 52 exactement, je pense. Wow. Puis vous aviez monté cet orchestre-là pendant toute la... on donne des cours, oui. On donne des cours comme les autres matières. Ah oui. Puis le soir... Après les heures de glace, c'est comme dans le sport. Eh oui. Les heures de glace, il faut des équipes. Vous ne comptiez pas vos heures, vous? Ah non, absolument pas. Et les heures que vous avez mis à l'extérieur de l'école ont sûrement compensé. Vous disiez au début que vous étiez peut-être pas habitué de gérer un groupe d'étudiants, mais votre implication a sûrement compensé bien des choses. Oui, c'est ça. Puis, là, quand je les rencontre, il y en a qui m'a dit directement, là, ouais. Quand on s'est rencontrés des années après, en s'approchant courant près de moi, elle dit « Ah, vous avez été sévère, vous, hein? Mais vous avez bien fait, ça nous sert aujourd'hui. » Et en effet, moi, je voyais les choses, il faut qu'elles soient faites comme ça. Oui, absolument. Et là, c'est comme ça. Puis, à un moment donné, à la fin de l'année, quand on donne le dernier cours, hein, on discute un peu, et puis je demande aux élèves comment vous m'avez trouvé. Il y en a qui dit « Ah, vous avez été trop sévère. » Un autre qui répondait « Ah, pas du tout. » Je dis « Vous avez été trop gentil. » Et je voyais que la moitié de la classe qui voulait travailler un peu moins, ouais, toujours. Sévère. Ouais. Les autres qui voulaient travailler. Mes amis disent « Pourquoi j'apprendrais le flamand? C'est seulement eux qui le parlent. Tandis que le français est international. » Oui. J'ai entendu la même chose ici, du côté des Anglais. Oui. Moi, je trouvais ça une injustice. Ça ne va pas. Et puis, petit à petit, j'étais du côté gauche. Dans les années 72-73, moi, j'ai acheté des volumes d'enseignement de la musique chez une dame, je pense, d'origine italienne, à Westmont. Oui. Et puis, quand elle a appris que j'étais péquiste, « Oh, pas vous, M. Bernabé, vous êtes un homme gentil, vous, sérieux. » Ah, vous deveniez moins gentil, là. Non, je ne suis pas devenu moi, mais ils étaient surpris que aussi gentil et sérieux que moi. Que vous étiez du mauvais côté. Oui, voilà. Mais... Donc, 72, 76, l'élection du Parti québécois, vous étiez sûrement actif. Oui. Non, pas actif politiquement. Non? Non, mais j'ai toujours voté pour le PQ dès leur naissance, depuis que j'ai eu le droit de vote. Oui. Donc, je l'ai eu en 66, oui. 66, vous êtes arrivé en 61. Donc, ça vous a pris 5 ans avant d'avoir votre droit de vote. Trouvez-vous ça normal, vous, M. Antonio? C'était la loi à l'époque. Oui, mais trouvez-vous ça normal que ça prenne... Combien de temps pour vous, dans un pays normal, on devrait avoir le droit de vote quand on arrive d'ailleurs? Et ça, j'en sais rien du tout. Quand est-ce, vous, là, dans votre... vous êtes arrivé en 61. Oui. Jusqu'à quand, là, vous dites, vous avez appris à connaître la société dans laquelle vous vivez, puis que vous dites, bon, ben là, je peux voter. Ça serait quoi, là, selon votre expérience, qui serait... Ça, vraiment, c'est difficile à dire. En arrivant dans un pays étranger, on ne peut pas... on a tous les droits que les autres pour le travail.
Oui. pour le restant. Absolument. Ça c'est d'accord. Et même, je trouve qu'on est généreux ici, parce que je peux te parler de ce qui m'est arrivé à ma belle-mère. Mais la citoyenneté, c'est un peu différent. Parce que en Europe, là, avec l'Union européenne, les choses sont changées. Je ne suis pas au courant de comment ça fonctionne. Et comme j'étais là-bas, tous les pays européens étaient indépendants les uns des autres. Et donc, chacun faisait ça. Mais tous les pays d'Europe, c'était clair. Tu pouvais rester tout le temps dans un pays sans être citoyen. En Belgique, apparemment, des enfants qui sont nés en Belgique, les garçons surtout, oui. à 18 ans, ils acceptaient de faire le service militaire et ils devenaient belges. C'est ça. Ou ils refusaient et ils restaient étrangers. Donc, c'est beaucoup plus actif. Oui. Même qu'ici, si tu restes 7-8 ans que tu ne fais pas ta demande de citoyenneté, les gens commencent à te regarder un peu étrangement. Oui. Mais parce que vous voulez que on devient l'appartenance au groupe. Oui, absolument. Oui. Et oui, c'est une façon de s'intégrer aussi. Oui, puis parce que dans certains pays, comme en Suisse, pour avoir le droit de vote, ça prend plusieurs... D'ailleurs, en Suisse, là, c'est... Tant pis, mais tant qu'il y a des candidats, oui. je voterai pour eux. Mais écoutez, M. Bernabé, depuis le référendum de 95, voulez-vous qu'on commence à aborder? Vouliez-vous lire votre programme en premier ou puis ensuite on va le commenter? Ben, on peut peut-être en faire un petit bout à la fois. Parfait. Moi, Martin, on va y aller comme ça. Oui. Donc, juste pour vous informer que Sylvain Guy ne sera pas là ce soir, malheureusement, il y a un problème de voiture. Alors, on fait l'émission sans lui, il n'y a pas de problème. On a un excellent invité. Sylvain Guy n'est pas là, malheureusement. Bon, ça ira la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Alors, Sylvain, on te souhaite que ça ne te coûte pas trop cher de remorquage. Ouais. Bon, alors, si on commence à ça, on fait un petit bout à la fois. Oui. Donc, je vais le présenter, le petit bout, ensuite des questions, ensuite on passera à l'autre bout. Monsieur Bernabé, je tiens juste à noter, j'ai lu juste avant l'émission, puis je peux vous dire que vous avez une démarche très soutenu, là, très développé. Vous semblez être quelqu'un de très minutieux. Oui. Vous êtes très engagé. Là. Vous faites une tournée du Québec, on va en parler tantôt. Ouais. Mais je suis vraiment impressionné. Bon, merci beaucoup. Donc, si je commence ici, déjà le titre, Québec 2022 indépendant, c'est ce que j'aimerais qu'on réussisse à faire. Oui. Que ce soit moi ou que ce soit un autre, moi, je serais aussi heureux que ce soit un autre que moi-même. Parce que moi-même, c'est pas ça que je veux absolument, mais je veux absolument l'indépendance, mais je veux pas absolument que ce soit moi qui la fasse, que n'importe quel autre candidat puisse la faire. Mais au point de vue économique, moi, au point de vue économique et social et tout, moi, j'ai mis le titre « Économie politique écologique » avec les traits d'union, parce qu'il faut traiter ça en ensemble, et surtout l'économie et l'écologie. Parce que la politique... tous les liens sociaux sont déterminés par l'économie. De proche ou de loin, c'est eux qui décident. Alors, et puis, je lis une phrase ici. Celle-ci, c'est la souveraineté, appartient à un peuple et non à un monarque ou à un corps spécifique. Jean-Jacques Rousseau, 18e siècle. Si on oublie l'histoire, nous faisons du surplace et nous recommencerons toute négociation à zéro. Nous avons un vécu, il ne faut surtout pas l'oublier. Alors, les rendez-vous manqués. 1. 1980, le référendum. Un vote pour le non, c'est un vote pour le oui, disait Trudeau papa. OK? Un oui pour le changement. Pour le changement. Bon, mais le changement, on l'a eu en 1982. Rapatriement de la Constitution. La récompense de Québec, ça a été que René Lévesque a reçu 11 coups de couteau sur le dos. Oui. Parce qu'il avait un accord le soir et on l'a chassé le lendemain. Et je pense que là, il aurait pu la faire, la dépendance, en remerciant les autres. Et vous ne voulez pas de nous au Canada, mais c'est ce qu'on veut aussi, nous. Bon. Ensuite, en 1990, échec de l'accord de Lac-Meach. En 91, la commission Bélanger-Campos s'est dirigée vers un référendum dont les sondages le donnaient gagnant à 60%. Et Robert Bourassa, qui était premier ministre, il n'a pas permis de faire le référendum. Ensuite, en 92, échec de l'entente de Charlottetown. Plusieurs provinces ont voté non,
parce que trop de pouvoir pour le Québec. Le Québec a voté non parce qu'il n'y a pas assez de pouvoir. Et ensuite, en 1995, le peuple, donc le référendum, le peuple québécois s'est fait voler son avenir. Et alors, en faisant référence à l'histoire, moi je dis, cessons de gaspiller notre temps avec des négociations infructueuses et engageons-nous vers l'avenir. Et là, des questions là-dessus? Alors, je vais effectivement, parce qu'on a justement parlé cette semaine au Journal du Soir, puis c'est un peu ce qu'un de vos adversaires propose. Juste un peu moins fort, quand. Oui, excuse, oui. Un de vos adversaires propose, c'est-à-dire que l'échec de Charlottetown, votre point 5 en 92, puis toutes les négociations qu'on a eues avec Bélanger-Campeau, l'échec de l'accord du Lac-Meech, ça l'a amené un momentum qui est arrivé en 95 à une victoire du oui. On s'est fait voler. Moi, je suis tanné de dire qu'on a perdu le référendum. Là, on l'a gagné, on se l'est fait voler. Avec toi, on l'a gagné parce qu'on dit 50 000 voix, mais en fait, c'est 25 000, parce que 25 000 auraient voté de l'autre côté, c'était l'égalité. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de M. Bastien, Frédéric Bastien, qui dit qu'on doit attaquer les faiblesses, entre autres, du Canada au niveau constitutionnel? Moi, je pense que M. Bastien n'est pas à sa place à l'intérieur de PQ. Il devrait être du côté des fédéralistes et ne pas négocier des morceaux à la porte-pièce, là, mais négocier un nouvel accord pour qu'il rentre dans la Constitution canadienne. Oui, mais M. Bastien, en attaquant, entre autres, les juges qu'on voit là, de plus en plus très partials, il en attaque un quasiment toutes les semaines, on aime quand même qu'il expose le système fédéral. Et ça peut créer un malaise qui pourrait effectivement arriver à une dynamique. Ça peut aider peut-être à faire l'indépendance. Oui. Ça peut-être. Mais... pour faire l'indépendance, il ne faut pas seulement avoir des raisons politiques, mais il faut montrer aussi au peuple qu'est-ce que nous voulons faire quand on prend le pouvoir. Okay. Donc, quelle est la nouvelle société qu'on propose? Et si la nouvelle société propose quelque chose de positif, le peuple va voter pour toi. Donc là, vous êtes complètement en sens contraire de Guy Nantel qui, lui, dit pas de proposition de grands changements sociaux avant un référendum. On ne s'embarque pas dans une grande réforme de... Je pense que c'est Guy Nantel qui dit « Je proposerai souveraineté association hein? ». Il va le sortir bientôt, là. Oui, ouais. Non, il a écrit en oui? chose. Okay. Et je pense que je me trompe pas. Il a écrit un article. Mais ça, René Lévesque l'a fait en 80. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et puis toutes les négociations après, entre 80 et 95, ont tout échoué. OK. Parce que moi, je ne pense pas que le Canada anglais veut de nous, dans le Canada, à moins qu'on respecte ce qu'eux veulent bien nous accorder. C'est ça. Une province comme les autres. Mais on ne l'est pas, une province comme les autres. Vois-tu, Trudeau père disait, vous, les séparatistes, vous faites les choses à l'envers. En Europe, ils veulent se réunir, vous les séparez. Mais en Europe, pendant que les États autoritaires veulent se réunir, à l'intérieur de chaque pays, il y a des divisions. Oui. Mais juste l'Italie, que je connais bien, il y a 20 régions. Il y en a 5 qui ont un statut particulier. Ben, s'ils donneraient... Moi, c'est toujours que si on donne un statut particulier, naturellement, avec des pouvoirs, au Québec, faire l'indépendance serait beaucoup plus difficile. Mais ils ne sont pas prêts. Comprends-tu? En Italie, il y a deux... La Sicile et la Sardaigne, ils ont un statut particulier parce que c'est des îles. Ensuite, à la vallée d'Aoste, ils ont un statut particulier parce que c'est des langues françaises. À la frontière avec l'Autriche, statut particulier parce que c'est des langues allemandes. Je pense que là-dedans, il y a 80% d'Italiens qui sont de langue allemande. Et ensuite, avec la frontière avec l'ancienne Yougoslavie, je ne sais pas quelle est la langue qu'ils parlent, les Slovènes, mais ils ont aussi un statut particulier à cause de la langue. Pourquoi pas ici? Ici, on l'a toujours refusé.
Oui. Oui, puis on a essayé dans le cadre canadien. Donc, vous, là, on va aller à votre prochain point. Oui. Cessons de... je vous laisse... Lire ça. Bon, alors ici, ce qui suit, c'est quand... je pense que ça devrait arriver le 19 juin, quand le prochain chef sera élu, même si on n'a pas encore la nouvelle société, parce qu'on peut la construire d'ici les élections, ben de dire, le chef du PQ, de dire ceci à tout le monde. 1. Quand nous prendrons le pouvoir, ne fût-ce que pour un seul député de majorité absolue, je déclarerai l'indépendance du Québec le soir même des élections. 2. Vous, les fédéralistes, si vous voulez garder le Québec dans le Canada, vous avez 2 ans pour parvenir à un accord avec lui. Et j'ajouterai, notons que 6 mois devraient être suffisants pour les gens de bonne foi. Peut-être 1 an. Okay? Il y en a 2. 3. Bien sûr, votre accord devra l'emporter par un oui dans toutes les provinces. 4. Si c'est oui, je proposerai à mon parti de mettre l'indépendance en veilleuse. Et 5. Dans le cas contraire, c'est à vous de reconnaître l'indépendance de notre pays. Vous les pognez à l'envers complètement, vous, là. À l'envers. Oui. Puis je comprends très bien la stratégie que vous voulez. Ben, c'est parce que c'est eux que vous leur donnez le poids du oui. Hein? Parce que c'est toujours plus facile de voter non que oui, hein? de convaincre. Mais là, ici, là, je comprends bien. Premièrement, vous passeriez même pas par un référendum. Et ça, les 4 autres n'ont pas osé le faire encore. Il n'y en a pas personne des 4 autres qui ont dénoncé le vol du référendum de 95. Ben oui, mais et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce vol-là? Ouais. On voit que le référendum, il ne respecte pas cette démarche-là. Les fédéraux ont dépensé un budget énorme avant, pendant et après pour nous tasser de cette logique-là référendaire. Ils ont été avec toutes sortes de moyens. Puis là, vous dites... On fait élire 65 députés à l'Assemblée nationale, puis je déclare l'indépendance. Exactement. Et même si on réfléchit et qu'on étudie l'histoire, le gouvernement du Québec, quel qu'il soit, pourrait faire l'indépendance sans demander la permission au peuple québécois, légalement. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus démocratique que dans le passé. Ouais. Et si on fait, disons, appelons ça une élection référendaire, donc si le peuple vote pour toi, pour cette histoire-là, ça devient normal qu'on la fasse. Mais on a été coquille en 1749, je pense. 59. 59, oui. Par les Anglais. Oui. OK? C'est les Anglais qui ont tout dominé ici. Ramasser l'élite marchande française est retournée en France. Voilà. Les ceux qui nous ont conquis ont pris tout le commerce. Alors, c'est ça. Ils ont ramassé tout le bois dans la vallée du Saint-Laurent. Voilà. Oui. Et il y a toujours eu un mouvement de révolte. Oui. Jusqu'en 1867 avec les... Comment est-ce qu'on les parle? Les Patriotes. Les Patriotes. 1837. Oui, 1837. Oui. Avec les Patriotes. Oui. Mais ensuite, en plus, en 1867, quand on a fait le Canada actuel. Oui, sous les cendres des révoltes de 1837, on n'avait plus de leader au Québec. Mais en plus, est-ce qu'on a demandé au Québec d'adhérer, même pas à la Fédération canadienne, parce qu'on n'est pas une fédération, mais admettons. Oui. Est-ce qu'on a demandé au peuple québécois d'en faire partie? Non. Non, ça a été réglé avec... On ne l'a jamais demandé. Ouais. Donc, si on n'a jamais demandé à un peuple de faire partie d'un ensemble... Oui. Le même gouvernement peut avoir le droit de faire le contraire, qu'on se retire de l'ensemble. Oui. Bon. Mais comme on est un peu plus démocrate que dans le passé, oui, on veut consulter le peuple s'ils sont d'accord avec ce qu'on propose. Moi, je dis, c'est-à-dire que je dis, quand je prends le pouvoir, si j'ai la majorité absolue, je déclare l'indépendance, mais je dis aux fédéralistes, mais si vous voulez rester au Canada, dépêchez-vous de faire un accord. Bon, avec 2 ans de temps, il pourrait arriver à un accord où le Québec pourrait voter oui. Monsieur Bernabé, je vais vous mettre à l'épreuve. Oui. Moi, je vais vous dire, il faut pas... J'aime ça, les tests. Bien, absolument. Faut pas se séparer. Le Canada nous donne 13 milliards de plus
Oh, on n'a pas besoin d'argent. 13 milliards avec la péréquation. Qu'est-ce que vous faites là? Vous me demandez d'abandonner un cadeau de 13 milliards que ceux qui nous ont conquis nous donnent. Oui. Moi, je ne me prostituerai jamais pour de l'argent. OK. Parce que je prétends que l'argent est prostitué parce qu'elle couche avec le plus offrant. OK? Bon. Je ne connais pas tellement bien la péréquation et tout, mais moi, je prétends autre chose et je le dis plus loin. C'est le titre de mon fascicule ici. Oui. Vois-tu? Ici, je dis le Québec, un pays sans impôts. Ah oui, ça, vous allez m'en parler de ça. Et ça, c'est à long terme. Oui. Sans impôts, c'est à long terme. Oui. OK? Mais comment y arriver? Par une répartition équitable de la richesse, mais il faut l'avoir, la richesse, pour la répartir. Puis on en a plein au Québec. Okay. Produite par le peuple, c'est-à-dire par l'intermédiaire de l'État, qui aura le mandat de créer de nouvelles sociétés publiques. Quelqu'un me dit, ah, mais c'est du socialisme, du communisme, ça, du nationalisme. Non, je ne parle pas de nationalisation là-dedans. Je parle de créer de nouvelles sociétés. Oui, quelqu'un me dit, ah oui, mais on a déjà fait ça, on a racheté des éléphants blancs. Eh non, il ne faut pas racheter les éléphants blancs. Si une société va très mal, qui est à la veille de la faillite, ben, il faut voir. Dans l'amiante, c'était comme le pétrole aujourd'hui. Elle était à la fin de sa vie parce qu'on a vu que l'amiante était nocif. Ouais. Et le gouvernement l'a racheté. Hein? Donc, il a mis... Non, on ne rachète pas les compagnies comme ça. Si elles doivent disparaître, certaines compagnies, on les laisse disparaître. Par contre, une compagnie qui est à la veille de faire faillite ou de se faire acheter par des étrangers... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et moi, je regarderai. Si elle est rentable, la compagnie qui va la vendre, moi, en tant que premier ministre, je la rachète. Et puis, je ne ferai pas nécessairement ce que M. Legault fait quand il va en France ou à l'étranger, qui invite les gens à venir investir ici. Ça, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est que l'industrie qu'un Français peut venir ouvrir ici, on pourrait l'ouvrir nous-mêmes. Parce que l'industrie va faire du profit. Oui. Si c'est un étranger qui l'a ouverte, le profit, ça va à l'étranger. Si c'est une compagnie d'État, le profit reste dans les poches de l'État, c'est-à-dire du peuple. Nous en profiter tous ensemble. Comprends-tu? Oui. C'est ça que je préconise. Alors, et la première chose que je ferais à ce niveau-là, je ferais appel aux régions. Quelles sont les industries qui seraient bien chez vous? Et puis, bon, essayez de vous unir, différentes municipalités, s'il y a quelque chose qu'on peut faire chez vous. Et si c'est sérieux, n'ayez pas peur. L'argent arrivera. Qu'est-ce qu'il a fait, René Lévesque, quand il a nationalisé l'Hydro-Québec? Vous savez qu'il a pris l'argent? Vous allez me répondre? Moi, j'ai écouté un reportage avec monsieur Parizeau. Oui. Il dit, on avait peur qu'on nous dise non. Ils m'ont offert 50 millions de plus qu'on demandait à New York. Pourquoi? C'est pour ça que je te dis, l'argent, elle couche avec le plus offrant. Parce qu'ils avaient un projet que les financiers ont jugé rentable. Si le projet est rentable, eux sont prêts à investir. Oui, puis M. Pomerleau nous a expliqué aussi que c'était le rapatriement des impôts orchestré par M. Duplessis dans les années 50 qui a donné la capacité d'emprunt au gouvernement du Québec pour faire ce genre de manœuvre dans les années 60, de nationaliser. Okay. Et ça, c'est une chose qu'on veut travailler beaucoup au mouvement nationaliste, c'est-à-dire d'aller chercher nos impôts. Puis quand vous parliez de la péréquation, là, je crois que c'est un des arguments numéro 1 de nos adversaires au côté économique pour nous rentrer dans notre niche. Oui, mais ils devraient être contents. Donc, si on veut se séparer... Oui, c'est ça, effectivement. Pourquoi ils tiennent tant à nous autres si on leur coûte 13 milliards par année? Hein? Là, on va passer à l'autre chose. Je vais rapprocher votre micro, M. Barnabé, parce qu'on vous entend des fois. Un peu moins bien. Vous êtes un peu perdu. Dieu merci. OK. Vous êtes toujours à Tout le monde me parle ce soir, édition spéciale... Oh, j'ai coupé mon micro. Vous êtes toujours à Tout le monde me parle ce soir, édition un petit peu spéciale. Sylvain Guy ne sera pas avec nous ce soir. Jean-Marc Drolet ne sera pas avec nous ce soir. Et Marilène Boucher ne sera pas avec nous ce soir. Mais cependant, j'ai le meilleur. J'ai Carl Brochu. N'est-ce pas, mon Carl? Merci. Mon cher Carl. Merci, mon cher Carl. Il y a des gens qui pensent qu'on s'aime pas, toi et moi.
Parce qu'on a tendance à avoir des opinions différentes. Hey. C'est-tu beau, ça, dans la diversité des opinions, d'après toi? Oui, Moi, je trouve ça absolument. beau de ne pas être du même point de vue, des fois. OK. Effectivement, puis la divergence, des fois, il y en a des gens qui prennent ça pour de la chicane. Puis moi, je trouve que c'est important que vous ne pensiez pas que tu as la même chose que moi, c'est progressiste. Les chicanes, c'est progressiste. Moi, j'adore parler avec quelqu'un qui ne partage même pas mes idées, parce que ça me fait progresser dans mes propres idées. Est-ce que je dois apporter une correction ou est-ce que je dois persister? Et voilà. Alors, on continue. Oui, bien, là, moi, par exemple, qu'est-ce que je veux offrir au peuple québécois? Eh bien là, figurez-vous, je me réfère à Robert Bourassa. Oh. Oui, parce que là, je l'ai un peu cité négativement. Là, je vous cite positivement pour une phrase qu'il a dit. Il dit... oui, je m'excuse, là, je pensais que je me trompais d'endroit, mais ça ne fait rien. Allez-y. Ce que Robert Bourassa a dit, un gouvernement doit agir comme un beau-père de famille. Pouvez-vous tasser votre micro encore, M. Barnabé? Peut-être 2-3 fois, vous le tassez, excusez-moi. Ouais. Ah, OK. Oui. Donc, comme un beau-père de famille. Et pour moi, un beau-père de famille doit s'occuper de tous ses enfants, et spécialement des enfants qui sont dans le besoin plus que d'autres. Alors, dans la santé, pour que tous les enfants soient dans le même point de niveau, dans la santé, moi, premièrement, je mandaterai des médecins et des infirmières qui, en collaboration avec les professeurs d'éducation physique, veilleront à la bonne santé de chaque élève de la maternelle à la 5e secondaire. Donc, un service médical dans toutes les écoles. Et il faut que ces enfants-là arrivent en 5e secondaire en bonne santé. Après ça, quand tu as une génération comme ça, tu économises quelques milliards. 2. L'assurance santé doit être uniquement publique, pas de système privé. Et j'ajouterai, il n'est pas très honorable que de s'enrichir sur le malheur des autres. Tu es malade, moi je suis médecin, ben, je te fais payer. Okay. Actuellement, il y a des familles avec un enfant très handicapé. Ils doivent débourser plus de 50 000 $ par an et ils ne sont pas couverts par l'assurance santé. C'est tout simplement un petit scandale pour moi. Tu es malade, tu es trop malade pour que je t'assure. Bon. 3. L'école doit être gratuite et accessible à tous, de la maternelle à l'université, jusqu'au doctorat s'il le faut. 4. La famille est l'embryon de la société. Il doit disposer du nécessaire pour bien s'épanouir. 5. La langue est le ciment de la société. C'est lui qui tient la société ensemble. Il faut franciser le Québec. Je dis bien franciser. Okay? 6. Dans tous les commerces et industries, le français doit être la langue de travail. Je ne comprends pas, moi, que c'est 50 employés plus. Et là, le PQ parle de dire 25 employés plus. Non, moi, ça ne va pas. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas faire ce que je dis. OK? Peut-être une exception de ma part. Pour des commerces familiaux avec seulement 2 ou 3 employés, que même s'ils ne parlent pas le français, s'ils ont beaucoup de clients français, ils vont faire un effort de s'adresser en français. Okay? C'est simple. Tu rentres dans un commerce. Je suis un vendeur. C'est simple de dire « bonjour monsieur » ou « bonjour madame ». Oui. Mais si tu me réponds en anglais, ben, je vais te répondre en anglais. Ça, il n'y a rien de mal à ça. Mais c'est pas à toi, en tant que vendeur, de dire ben, lui est étranger, je vais lui parler anglais. OK? Et on m'a déjà fait ça, moi. OK? Non, tu t'adresses en français, on te répond en chinois. Ah, il parle seulement chinois. Tu es capable de le parler chinois? Ben, tu parles chinois. C'est ça. Mais le commerçant, il doit avoir des employés qui parlent français. Comment on fait pour contrôler ça, M. Barnabé? Bon, ben, il faut avoir quand même des lois qui ont des crocs. Non pas des dents, mais des crocs. Alors, si je rentre dans le restaurant et vous me répondez en anglais, je vous donne une étiquette, comment ça marche? Non, pas d'étiquette. Non. Ouais. Quand tu t'aperçois que... premièrement... C'est dur à appliquer, je trouve. C'est juste ça. Hein? Premièrement, quand ça devient loi, enfin, pour les lois que ça faisait leur affaire, j'ai entendu dire des gens, ben là, c'est la loi, il faut la respecter. Oui, il faut la respecter. Si tu vois qu'il y a des gens qui ne respectent pas,
tu vises les plus gros plutôt que de viser les plus petits. Tu envoies un employé, incognito, il va là, il va acheter des affaires. Si on s'adresse à lui en anglais, ben, il rapporte. Et là, tu envoies un inspecteur et dit, vous ne respectez pas la loi. Si vous continuez, on va vous surveiller. On vous donne, comprends-tu? Ouais. La prochaine fois, on va vous mettre en chose, là. Comment est-ce qu'on dit, là? On envoie une personne qui remplace un le inspecteur, patron. ouais. Non, pas un inspecteur, en tutelle. OK. On va vous mettre en tutelle. OK. Le commerce est à vous, mais c'est la tutelle. Quand tout le monde parle français, la tutelle s'en va, vous reprenez votre commerce. Est-ce qu'il faut mettre une amende? Ça, c'est à voir. Et je voudrais pas être inspecteur dans le coin de l'Outaouais. J'arrête de l'ouvrage en tabarnouche. Oh, ça, c'est peut-être ouais. moins que tu ne penses. Ah oui? Peut-être. Merveilleux, mais c'est ça. Non, parce que... Moi aussi, monsieur, j'aimerais beaucoup trouver une solution facile à ce problème-là. Il y a aussi que c'est dans nos mentalités aussi. Hein? Tout le monde nous dit si tu sais pas l'anglais, tu réussiras pas dans la vie. Ah non, mais, l'anglophilie est très forte dans nos sociétés en ce moment. Il faut être une personne qui ne parle pas l'anglais comme moi au Québec pour s'apercevoir que le Québec est bilingue et non pas unilingue français. OK? OK. Parce que tout est fait en français et en anglais. Tout. Ah oui, oui. Pourquoi? Et ça, c'est une marche avant notre assimilation. Ah oui, mais c'est à cause de l'assimilation, justement. Ceux qui nous ont assimilés, c'était des Anglais. Oui. OK? Et ensuite, on a continué un peu là-dessus. Comprends-tu? Oui. Moi, comme enseignant, par exemple, j'achète de la musique. Je l'ai acheté aux États-Unis parce qu'eux ont enseigné la musique au secondaire bien avant nous. Donc, ils avaient des méthodes. Bon, j'achetais des méthodes en anglais. En français, ça n'existait pas. Mais ça ne me fait rien. Moi, je ne lisais même pas ce qui était écrit parce que je lisais la musique. OK, oui, c'est ça. Comprends-tu? Oui. Mais eux, ils prennent une œuvre allemande ou italienne, ils l'arrangent pour un orchestre jeune, donc qui a moins de techniques. Et ça n'a pas de langue, ça. Mais ils changent le titre, c'est-à-dire ils traduisent le titre en anglais. OK. Ils ne le changent pas, ils le traduisent. Et nos professeurs québécois, il faut que moi, ils achètent la musique avec des titres en anglais sur des œuvres italiennes, françaises et allemandes, et ainsi de suite. Et quand ils écrivent ça dans leur programme, ils gardent le titre en anglais. Ah oui. Alors que moi, je les traduisais. C'est des petits détails, ça, mais à toutes les fois qu'on en oublie un, c'est notre culture qui s'érode. Et puis là, l'harmonie qui fait le 50e anniversaire, là, ben, ils m'ont dit, nous, on ne va pas traduire les titres. Comprends-tu? C'est des anciens élèves à moi. Oui. Et ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas gardé ce souci-là. Non, ils n'ont pas compris. Et puis, parce que vous venez de l'extérieur, vous avez la connaissance de d'autres langues, vous connaissez... Voilà. Puis, et ils ont... au dernier concert, il y avait juste un compositeur français, Satie, et puis marqué Satie, bien sûr, correctement, mais le reste en anglais. Ah, oui. Parce qu'ils ont acheté ça aux États-Unis. Je dis, mais ce que les Américains font, c'est normal, c'est naturel. Parce que même l'opéra, maintenant, aujourd'hui, à l'opéra, presque tous les chanteurs chantent dans la langue d'origine. Mais au XXe siècle, on traduisait les opéras dans la langue du pays où on les présentait. Il ne faut plus ça. Comprends-tu? Oui. Parce que chanter dans la langue d'origine, musicalement, ça sonne un peu différent que de la traduire. Parce que le son des paroles n'est pas le même. Ben non, absolument. Pour ça. On continue. Ah, les régies? Oui. Bon, ben ça, c'est quelque chose d'important. OK? Ben, c'est des choses qui n'existent pas et qu'on peut créer pour aider tous les gens qui sont touchés par ces choses-là. Bon, 7. Créer une régie avec guichet unique pour aider financièrement les jeunes entrepreneurs. On présente quand le projet est prêt, on présente son projet à un guichet et quelques jours après, on vient le reprendre avec la décision. J'espère que ça va être souvent positive, mais ça peut être aussi négatif. Mais
il ne faut pas qu'il aille frapper à 5 ou 6 guichets. On le donne à un guichet et lui, l'employé qui est là, va consulter tous les gens qu'il doit consulter pour dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Si on prête ou on prête pas. Voilà. Oui. Et prêter aussi à un intérêt moindre. 8. Ouvrir un bureau visant la protection des petits investisseurs. Ça, c'est bien important. Poursuivre les fraudeurs à la place des victimes. Je parle bien des petits investisseurs qui ont perdu peut-être 3, 4, 5 000, 10 000 dollars, parce qu'à un moment donné, tu deviens gros. Est-ce qu'on pourrait les inclure aussi? Mais c'est à voir. De quelle façon? Un petit investisseur qui se fait rouler pour 2 3 000 dollars n'a pas les moyens de poursuivre celui qui l'a fraudé. Oui. Comprends-tu? Parce qu'il va dépenser plus d'argent pour l'avocat Qu'est-ce qu'il va que ce qu'il va récupérer. Oui. C'est que le bureau du gouvernement, quand il sait que tu as perdu 1 000 dollars, moi 2 000, lui 500, tout ça, quand il a la preuve de ça, il nous rembourse directement. Et tu n'as rien perdu. Et c'est lui qui prend rachète la dette des fraudeurs. Ouais. Et il les poursuit pour récupérer ce qu'ils nous ont volé. C'est l'État qui prendra en charge les fraudes. Voilà. Pourquoi pas? Comprends-tu? Écoutez... Là, ils ont fait une loi contre... Tu fais une poursuite contre une grosse compagnie, elle fait une poursuite contre toi pour des millions pour te faire retirer. Et il y a quand même une loi qui interdit ça, là, actuellement, je pense. Mais pourquoi une loi qui interdit ça? Défendez les gens. C'est à expliquer. Vous avez 30 jours pour l'expliquer, hein? C'est ça? Ouais. 9. Ouvrir un bureau visant la recherche des travailleurs à l'étranger. Bon. 10, ça se fait déjà quelqu'un. Bon, mais ça doit se faire d'une façon très large. Tu fais un bureau au Québec. Toi, tu as une usine. Tu cherches des employés. Tu ne les trouves pas, comme c'est le cas actuellement. Ben, tu donnes tes exigences au bureau, que lui, il les envoie aux ambassades et maisons de Québec à l'étranger, et eux, tu cherches le chose. C'est quand ils ont trouvé quelqu'un qui correspond à tes exigences, ils mettent en communication, et puis tu lui donnes l'autorisation de venir ici. Donc, Donc là, vous réduisez de beaucoup le nombre de nouveaux arrivants, là, parce que là, on y va selon notre... Non? Non, je ne ferme pas la porte aux immigrants que sans avoir une job ici, il faut la demande d'immigration et tu les acceptes pareil. OK. Sauf que si tu leur trouves une job à ces gens-là avant de venir, ben, ils viennent plus vite. OK. OK? Ensuite, 10, hein? Oui. Créer pour les petits épargnants dépôt d'épargne encaissable en tout temps. Et je vais lire aussi le 11. Créer une régie pour rapatrier et administrer tous les fonds de pension des salariés. OK? Les baux d'épargne, c'est une feuille 8,5 par 11 où le gouvernement inscrit toutes les conditions, ainsi de suite, le nom de l'épargnant avec assurance que s'il perd le bas, il ne perd pas l'argent. Mm-hmm. Et disons que tu prends un bas de 50 $ ou de 500 $. De l'autre, 5 ans. De l'autre côté, 5 ans, ça fait 60 mois. Eh bien, à chaque mois, il est encaissable à tout temps. Donc, à chaque mois, c'est marqué si tu vas l'encaisser, combien tu vas encaisser. Okay. Moi, j'en ai déjà eu de gouvernement italien. C'est pour ça que j'y pense. Parce que j'ai vu. Comprends-tu? Oui. Et quelqu'un qui veut économiser 50 $, tu vas des baux en coupure de 50 $, t'en achètes un. C'est mis par le gouvernement. Émis par le gouvernement, oui. Je comprends. Et c'est ça que certains analysateurs de la société disent que le gouvernement italien, la dette qu'il a, elle est forte, mais elle est moins grave qu'ailleurs parce que c'est de l'argent qu'il doit à ses propres investisseurs. C'est ça, c'est... OK. Comprends-tu? Oui, absolument. Bon. C'est une dette qu'on se doit à nous-mêmes. Voilà. Et c'est ça. Bon, où c'est qu'on en est là? Ça fait le tour. Les régies, puis ensuite... La santé. Oui. Bon, la santé, on n'a pas parlé un peu avant. M. Barnabé, moi, je ne parlais pas beaucoup, là, je vous écoutais principalement. Oui. Là. Mais la question que je me posais, moi, c'est, vous pensez que vous allez pouvoir faire tout ça au Parti québécois? Vous en avez bien des idées, là. Ben, si le Parti québécois prend le pouvoir, moi, je pense qu'il peut le faire. Il peut le faire. Mais là, vous oubliez un détail, c'est qu'un programme d'un parti politique, ça passe par des militants.
Ah oui. Mais La base, c'est les militants. Les militants, oui, mais les idées du chef sont importantes aussi. Sinon, le chef, tu lui coupes un peu l'herbe sous les pieds. Oui, mais je veux dire, je vais un petit peu vous ramener un peu dans la réalité. Vous m'avez dit tantôt que vous avez jamais été membre d'un parti politique, donc vous ne savez pas comment fonctionne un parti politique. Non, je sais ce que c'est la démocratie, par contre. Oui, si je peux comprendre, là, mais là, je vais faire, je vous le dis, je vais vraiment faire le mouton noir, parce que le temps file. Puis en même temps, il faut juste un petit peu comme faire prendre conscience que d'abord, le Parti québécois, moi, j'en suis membre depuis longtemps. Là. Puis là, je vais essayer de ramener la caméra vers moi aussi un peu pour qu'on me voie. Morgane, si tu peux faire ta job, ça serait le fun. Avec, juste ça. Attendez, je vais la relocaliser, la caméra. Morgane, dézoom. Dézoom. On ne va pas penser. Morgane. Bon. Excusez, on va couper ça au montage. Ça donne le temps de prendre une petite pause. Parfait, ça. Bon, là, on me revient. Merci, Morgane. Le chef a ses idées, oui, mais il est redevable aux membres. Juste pour comprendre un peu, il a droit à ses idées, mais il faut que les idées soient votées démocratiquement. Voilà. Il peut avoir des propositions. Oui, d'accord. Mais sauf que le candidat à la chefferie, il exprime ses idées. Il exprime une vision, il faut que la vision soit compatible. Et les membres vont voter pour ou contre ce candidat-là. Oui, mais je vais quand même vous ramener à l'ordre. Il faut quand même que la vision soit compatible avec le programme du parti. Le programme existe déjà. On ne scrape pas un programme du jour au lendemain. Non. On le bonifie, on le modifie, ainsi de suite. C'est démocratique. Puis même, changer une ligne dans un programme, ça peut être laborieux. Là. Non, mais là, moi, vous avec un programme complet, c'est des bonnes idées. Mais savez-vous que là-dedans, admettons que vous devenez chef, il y a peut-être 3 ou 4 bonnes idées là-dedans qui vont peut-être se ramasser dans le programme. Ça, il faut en être conscient. Là. Mais attends. Si je deviens chef, là, c'est les membres qui l'ont décidé. Oui. Ça veut dire qu'ils partagent en gros mes idées. Ils peuvent choisir. Sinon, il y en a d'autres qui partagent. Mais ça ne veut pas dire que c'est toutes vos idées qui vont passer. Non, bien sûr. Parce que vos idées doivent être adoptées. Non, moi, ça, c'est d'accord avec toi. Il n'est pas question que j'impose mes idées. C'est bon. C'est comme je dis, si on me choisit comme chef, c'est qu'ils en partagent en gros. Comment les appliquer? Moi, je vois mal que les gens peuvent être contre toutes ces idées-là. Je pense qu'il va en accepter pas mal. OK? C'est bon. La plus difficile d'accepter, moi, je pense que c'est vraiment ça. Des compagnies d'État qui rapportent de l'argent. Parce qu'on nous a tellement mis des idées contraires que ce qui est rentable, c'est privé, et ce qui est déficitaire, c'est de l'État. Mais moi, j'ai traversé l'Atlantique au moins un chiffre pair, 14 ou 16 fois, parce que je fais l'aller-retour. Oui. Et je regardais par le hublot, j'ai jamais vu dans le ciel que c'était écrit ça. C'est des choses qu'on nous a mis dans la tête. Comme on nous a mis qu'on n'est pas un peuple, comme on nous a mis qu'on est d'abord Canadien, après Québécois. On nous a mis des bêtises dans la tête et il faut s'en débarrasser. Alors moi, je suis très démocratique. Okay? Je dis que je déclare l'indépendance le soir même des élections. Ben, si les gens votent pour moi que vraiment j'ai pris le pouvoir, ben, je pense que oui, je peux le faire, parce qu'ils ont voté pour moi. Et si je dis, par exemple, pour l'industrie, là, dans tous les... rapatrier les fonds de pension des industries, ben ça, si les syndicats ne veulent pas, ben tant pis pour eux. Je ne vais pas les obliger. Par contre, je peux le faire pour le jeune. Ben, la régie des rentes. Plutôt que de faire ça partiellement, là, la régie est universelle, mais à moitié prix, là, je ne sais pas. Tu n'as pas une pension complète comme quand tu es syndiqué. Comprends-tu? Donc, pourquoi la régie ne s'appliquerait pas à tout le monde, par exemple? Mais l'avantage de rapatrier les fonds, c'est que quand tu travailles pour un patron et que ton fonds n'est pas administré par le patron, tu quittes le patron pour un autre job, le fonds, il reste là, c'est le tien, c'est pas celui du patron. Et tu accumules. Tu changes de patron 4 fois dans ta vie, tu accumules les 4 fonds dans un seul. Et puis quand tu as 35 heures de service en tout, oui, peut-être que tu peux avoir 2 par année de service et que ça fait 2 fois 35, 70 de ton salaire. Et il n'y a personne qui te le touche.
Alors, ce que je disais, je pense, tout à l'heure, pourquoi sortir une assurance pour les gens qui perdent une partie de leur pension, pour les assurés qui l'ont, plutôt que de dire, non, votre faute de pension, c'est à vous, c'est pas à votre patron. Et donc, on l'enlève. Mais là, regarde, chaque fois qu'il y a une crise, là, même les grandes industries automobiles, en 2008, OK, ils ont diminué, je pense, les fonds de pension, hein? tous les fonds de pension. Ils prennent l'argent là-dedans. Comme l'assurance chômage, par exemple. Donc, vous voudriez que ce soit l'État qui gère ça pour justement éviter pas que... l'État directement, une régie d'État, Ouais. que l'État, il place les règles. Mais c'est pas lui qui régit, il prend l'argent. Par exemple, Trop facilement, les patrons vont Non, jouer là-dedans. l'argent doit rester là. Par exemple, dans l'assurance chômage... Oui, Paul Martin a été joué 40 milliards là-dedans, puis c'est l'État qui gère voilà, ça. non, l'assurance chômage, ça appartient aux chômeurs et aux patrons qui ont mis de l'argent là-dedans. Donc, quand le patron ferme et les gens s'en vont au chômage, c'est à eux cet argent-là. Et non pas au gouvernement pour renflouer leurs dettes. Comprends-tu? Non, absolument. Oui, voilà. Et puis, ce que je conclus, moi, ici, dans ce document-là, créer, créer et créer. Hein? Parce que vous voulez souligner qu'il faut créer des industries d'État, des sociétés d'État rentables pour garnir les coffres de l'État, soit des coffres du peuple. C'est la seule façon de partager la richesse équitablement. Et oui, à long terme, c'est possible d'avoir un Québec sans impôts. Et puis, si on veut, on peut. Si on ne veut pas, les excuses ne manquent pas. Oh. Et puis, pour le rôle de l'État, moi, je termine comme ça, et je vais vous citer Joseph Stiglitz, qui, le 30 avril 2019, a déclaré au journal Le Devoir, « Pas moins, mais plus d'État. Les États-Unis ne sont pas un modèle à imiter. On ne fait que ça, imiter les Américains pour nous faire croire qu'on est mieux qu'eux. Ça, c'est vrai, et qu'on est gradure, et qu'on ne travaille pas assez, selon Lucien Bouchard. Okay? Et c'est que, prévient le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz dans Le Devoir. Et ici, j'ai pris ce livre, moi, des extraits, à la page 9, 11, 14 et 57, qui dénoncent les stop auctions, que pour lui, il arrive progressivement à dire c'est du vol. Okay? Et moi, là-dessus, je me pose la question. Aux politiciens, on leur interdit de gérer leur portefeuille, s'ils en ont un, pendant qu'ils sont députés ou ministres. Oui, pourquoi les dirigeants des compagnies, c'est pas la même chose? Qui pigent dans la caisse de la compagnie. Pourquoi on ne dit pas vous ne pouvez pas avoir d'action dans la compagnie que vous dirigez? Au moins ça. Et puis, une petite chose que je ferai, que le peuple va être d'accord à 90%. Quand vous le donnez une prime, vous commencez à donner la prime à l'employé qui gagne le moins, en montant vers celui qui gagne le plus. Parce qu'eux, ils se donnent des primes très choses, puis ils demandent que les employés... Oui, la prime va tout le temps du haut vers de haut en bas. Et puis, ils demandent aux employés de se serrer la ceinture. Alors, une compagnie que vous connaissez très bien, il y a, je ne sais pas s'il y a 15-20 ans, quelque chose ainsi, a demandé à ses employés, ils ont eu un ristourne des employés de 60 millions de dollars. À la même époque, il donnait 15 millions à une seule personne, parce qu'il l'avait engagé pour diriger la compagnie, il s'est pas fait l'affaire. 2 ans après, ils l'ont mis dehors. Et là, quand ils ont tout décrété, il y a un directeur de la compagnie qui dit « Ouais, mais le contrat était comme ça. »« Oui, mais le contrat, c'est toi qui l'as signé, c'est moi ou c'est lui? » Comprends-tu? Oui. Là, plus tard, ils ont un milliard et quart. Et là, pouf, le lendemain, ils se sont augmentés le salaire jusqu'à 50%. Et là, ils sont en train de liquider la compagnie morceau par morceau. Et puis ils disent, mais non, les gros salaires, c'est justifié parce qu'il faut des gens qualifiés. Sont qualifiés, ces gens-là. Il y a tout le temps des bonnes raisons. Mais est-ce qu'ils sont qualifiés, ces gens-là? Bon, alors.
C'est ça, comprends-tu? Non, Donc, il y a beaucoup à faire. Et moi, je vois mal. Moi, je te dis qu'une personne qui a beaucoup plus de rhétorique et des choses, qui sait mieux présenter les choses que moi au peuple, avec un programme comme ça, c'est sûr. Moi, je suis débutant dans la politique, mais avec un programme comme ça, c'est sûr que si tu avais des choses, Parizeau, par exemple, qui aurait plongé là-dedans, oui, il aurait été peut-être chercher 60 %. C'est excellent. Au moins, vous êtes conscient, vous êtes réaliste. C'est comme ça que ça fonctionne, un parti politique. On a un ensemble de propositions, on a des idées globales, puis ensuite, on doit faire des concessions, des compromis. Oui. Puis oui, c'est dans le filtre, il y a des... Mais, sauf que le programme du parti, quand on va connaître le prochain chef, il y a déjà une base au programme et il y a ce que le chef veut apporter. Qu'est-ce qui va Et là, il y a comme des priorité? oui, mais il y a des assemblées pour accepter ou refuser les choses. Alors, moi, je vais embarquer dans le point varia, c'est-à-dire qu'on a abordé exactement un peu les questions que vous vouliez discuter avec nous. La laïcité, comment vous vous situez, vous, sur la charte de la laïcité? Êtes-vous pour? Êtes-vous contre la loi 21? Je suis pour la laïcité de l'État à 100 %. À 100 %. À 100 %. Et c'est délicat, ça, parce que c'est qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu encore et que, encore une fois, Mais vous, est-ce que est-ce que vous êtes un catho-laïque ou vous êtes un laïque? Un catho-laïque, ça veut dire que vous êtes catholique, vous trouvez ça bien beau. Non, moi, je suis pas croyant. Vous êtes athée. Et j'aime pas le terme athée, parce que athée, ça fait référence que tu crois pas. Bon, ouais, c'est ça. Je suis un être humain, et c'est tout. Okay? Ma question, est-ce que je crois ou je ne crois pas? Il faut que je dise je ne suis pas croyant pour que vous sachiez. Mais vous êtes de racines catholiques? Ah oui, bien sûr. J'ai été baptisé, je me suis marié à l'église. Non. J'ai été baptisé, oui. J'ai fait ma confirmation, oui. Je me suis marié à la mairie. Et, ensuite, à l'église, ce n'était pas nécessaire d'y aller. Si c'était moi, je n'aurais pas été. C'est les autres qui voulaient y aller. OK. Oui. Je me suis accommodé. OK. Oui. Parce qu'en Belgique, et en Italie aussi, je pense, le mariage religieux, donc qu'il soit catholique ou autre, n'est pas reconnu. C'est le mariage civil, et c'est le bourgmestre qui te marie, c'est-à-dire le maire, bourgmestre. OK. Alors, je vais vous poser d'autres questions sur le même sujet. Vous dites que vous êtes... d'abord, vous êtes pour la laïcité de l'État mur à mur. Est-ce que vous pensez, comme plusieurs personnes le disent, que la loi sur la laïcité ne va peut-être pas assez loin, que c'est peut-être un bon début, il y a peut-être d'autres étapes qu'on peut franchir? Exemple, les communautés culturelles, par exemple, les communautés religieuses, comme les églises, les sectes et autres, ne paient pas d'impôts à l'État. Non, ça, c'est pas normal. Parce que même en Italie, je pense... Si l'État se dit laïque, comment ça se fait, exemple, que les témoins de Jéhovah ne payent pas un sou d'impôt? Que n'importe qui a une petite église dans son sous-sol ne paye pas un sou d'impôt? Non, ça, il faut que tu aies un travail, tu payes des impôts. Depuis les années 80, il y a eu plus de 2000 sectes et religions au Québec qui se sont établies. Parfois, ça prend juste 10 personnes pour être reconnu comme étant un organisme religieux et ne pas payer d'impôts. Beaucoup de gens en ont profité, puis ils ont fait ce qu'on... Non, c'est-à-dire que il y a une réforme, n'importe quel individu a des revenus pour pouvoir vivre. Donc, ces revenus viennent où il est riche parce que ses papas et ses mamans ils ont laissé une fortune. OK, donc c'est eux qui ont payé peut-être les impôts. Mais tout le monde a un travail qui nous fait vivre. Tu travailles, tu payes les impôts comme tout le monde. Sauf que, moi, je suis assez lâche d'esprit dans le sens que je dis, si je fais la loi, quand une loi n'est pas un peu trop sévère, qu'il y a beaucoup de monde comme ça dedans, je vous donne 6 mois, je vous donne 1 an, je vous donne 2 ans pour vous adapter. C'est ça. C'est ça, oui. Tu ne peux pas faire ça en bloc tout d'un coup. Là. Tu fais la loi, pouf, tu la respectes. Tu fais la loi progressive dans des sujets délicats. Parce que ces gens-là croient à ces choses-là. Ah oui. Et puis, je me suis rendu compte que même des gens qui sont très sérieux et tout, mais croyants, c'est que quand, par malheur, tu dis un mot un peu contre leur croyance, sans être méchant, il y a une réaction. Moi,
Moi, en tant que professeur, il y a une chose que je pouvais... Et en tant que musique, dans un orchestre, il y a 2 choses que tu ne peux pas parler. La religion et le sport, et la politique. Oui, comme dans bien Comprends-tu? le cas dans bien des orchestres. C'est ça. Effectivement, ça, je suis d'accord. Parce que c'est ça. Mais une fois, on jouait la prière à la Vierge Marie, là. OK? Et puis, je voulais que les élèves, les musiciens, ressentent un peu, tu sais, Vierge Marie, c'est un modèle de vertu pour les catholiques et tout. Donc, tu te mets à la place de cette personne-là et tu joues et tu essaies d'interpréter ça. Je dis, moi que je suis pas croyant, j'ai tendu là la moitié des choses comme ça. Alors, je dis, tu t'en es sorti une fois, là, jamais plus. Okay? Par contre, avec les mêmes personnes, dans le couloir, quand tout est fini, on parle de ce qu'on veut. Là, c'est fini. Non, il y a des choses, choses qui sont difficiles à changer. Tu fais une loi progressive et tu leur donnes le temps de s'adapter avec le temps. Parce que regarde les Anglais. C'était tout anglais ici quand je suis arrivé en 61. En 67, je suis allé à la Banque de Montréal, au centre-ville. Et le premier, il ne parlait pas anglais. Il a dit, il me fait signe. Le deuxième, il ne parlait pas anglais. Ben, j'ai fini par me débrouiller avec lui, là. Comprends-tu? Ben oui, absolument. Mais c'était pas normal. Mais là, les Anglais, avec la loi 101, même s'ils l'ont contesté, il y a beaucoup d'anglophones. Là, justement, moi, des fois, je joue avec eux, avec des Anglais, là, et ils parlent français et tout. Ils se sont adaptés. Donc, les nouvelles générations, c'est ça. Et aussi, ce que je peux ajouter au point de vue linguistique, c'est qu'une famille immigrante qui vient avec des enfants ici, tracassez-vous pas. Si les enfants vont à l'école française, ils vont devenir des francophones. S'ils vont à l'école anglaise, c'est que les Italiens ont fait malgré eux, ils vont devenir des anglophones. Moi, c'est mon cas. Moi, je suis italien de naissance, mais mes enfants, leur langue maternelle, c'est le français, parce que ma femme et moi, on parlait français entre nous. Et puis, quand on a eu des enfants, on n'a pas été capable de rechanger. L'habitude était trop forte. Ben oui, absolument. Et puis, mes enfants, ils parlent tous, et mes petits-enfants, tous des français, là. Donc, on est dans le groupe francophone. Et on va aborder d'autres questions aussi, là, parce que le temps file. Vous, là, la loi que la CAQ a passée sur les commissions scolaires, êtes-vous pour ou vous êtes contre ça, l'abolition des commissions scolaires? Moi, personnellement, ça fait longtemps que j'avais pensé d'abolir les commissions scolaires, mais certainement pas pour les mêmes raisons. Là, je connais mal la loi qui est faite, mais tout le monde respecte contre. Moi, ce que je voulais faire, pas ce que je voulais faire, ce que je pensais. Les commissions scolaires, il y avait beaucoup d'employés dans les bureaux des commissions scolaires. Réduire tout ce gens-là pour faire ce qui est essentiel qu'ils doivent faire, pour mettre les restants dans les écoles comme professeurs, augmenter les professeurs au prorata. Là, je pense que c'est toujours un prorata, un professeur pour 17 élèves. Ben, tu as les moyens, mais un professeur pour 16, un professeur pour 15. Comprends-tu? Oui. L'Alliance des professeurs de Montréal, dans les années 80, nous a distribué une feuille 8,5 par 11 avec l'exemple d'un pays scandinave, je ne me rappelle pas lequel. Et au point de vue personnel, à l'extérieur de l'école, là-bas, ils avaient le ministre, bien sûr, le ministère. Je pense qu'il y avait un maximum pour tout le pays, à l'extérieur de l'école, 60-70 personnes, en commençant par le ministre. Par contre, dans les écoles, il y avait le double de professeurs pour le même nombre d'élèves. Comprends-tu? Donc, une fois que tu as un programme à enseigner, tu n'as pas besoin qu'on te donne des directives tous les jours. C'est ça que tu dois enseigner. Le directeur d'école, ce qu'il doit faire, est former des élèves. Les élèves font le choix de cours et tout. C'est l'administration et tout. Et placer, donc, distribuer la tâche de chaque enseignant et tout. Ça, oui. Mais c'est ces professeurs qu'il faut augmenter. Okay? Dans la mesure qu'on peut. Et je reviens toujours. Si on fait des compagnies d'État, on aura de plus en plus d'argent. Regarde, l'Hydro-Québec, la SAC, et puis le jeu de loterie, là, en 2019, ils ont donné à eux trois plus de 6 milliards. Oui, c'est de l'argent, ça.
Mais 3 ou 4 autres compagnies à notre 6 milliards et tout ça. Et moi, ce que je dis à des gens qui me disent non, c'est pas bien, je dis, est-ce que tu es prête pour privatiser l'hydro? Et si on le privatise, est-ce qu'on va avoir l'électricité si bon marché? Ah non. Et est-ce que le gouvernement va recevoir 4 milliards par année? Ouais, voilà. Alors, j'ai une question d'un auditeur à propos de votre point de vue sur l'immigration. C'est quoi le chiffre idéal pour vous, là, le nombre d'immigrants que le Québec devrait accueillir? Vous-même, vous êtes immigrant. Ça, c'est une bonne question, hein? D'après vous, là, est-ce qu'il y a un chiffre pour l'immigration? Je pense pour pas. Au moins d'immigration. Ça, c'est difficile à dire. Parce que quand il y a une crise, peut-être les immigrants qui rentrent devraient être, peut-être, je dis, moins nombreux, parce que c'est plus difficile à les placer. Oui. Et quand il y a un essor comme actuellement, qui manque de main-d'œuvre, tu facilites. Mais on ne fait pas... c'est-à-dire que quand un gouvernement a signé un contrat avec des immigrants ou avec des étudiants, et qu'un nouveau gouvernement arrive, tu ne dis pas comme la CAQ, voilà, la CAQ, c'est bien ça, a fait, on a besoin de ce genre d'immigrants, donc les autres qui avaient déjà l'assurance de rester au Québec, là, non, vous recommencez à zéro. Non. Tu termines avec eux, comme ça a commencé, et les nouveaux, tu appliques une nouvelle réglementation. Tu ne changes pas les règlements pour quelqu'un qui est déjà engagé dans un processus. En fait. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on a pas mal fait de tour. Est-ce que tu as d'autres questions, mon cher? Donc, vous commencez une marche. Pour ce qui est du programme, je pense que ça fait le tour. On a pas mal fait le tour de vos idées, effectivement. Mal, oui. Là, vous commencez une marche le vendredi 6 mars. Oui. Qui va vous mener là, de l'Hôtel de Ville de Montréal-Nord vendredi 6 mars. Et ça va se terminer, ça va passer un peu partout, Masquinongé, Louisville. Vous descendez à Québec à pied. Oui, marche. Je fais le chemin de roi à l'envers. Oh, vous faites le sens contraire de Charles de Gaulle. Oui, la 138. Et ça va se terminer à Québec, je crois, c'est ça? Hein? Le 25. Avec une conférence de presse à l'atelier restaurant, au 624 rue Grande Allée, près de l'Assemblée nationale. C'est ça. Puis j'en fais... Vous en faites 3, effectivement. Laissez-moi juste regarder ça à nouveau. Alors, le premier, c'est lundi. Vous allez faire une conférence de presse à 13h30 au siège du Parti québécois. J'espère, oui, celle-là. Donc, vous allez aller annoncer officiellement votre candidature à la chefferie du Parti québécois. Oui, oui. Ensuite, le mardi 3 mars, vous débutez votre marche. Non, excusez. Conférence. Une conférence au restaurant Buona Serra, au boulevard Henri Bourassa. Exactement. Vous accueillez le monde pour dîner? Oui. OK. C'est pas vous qui payez le lunch, j'espère? Oui, oui. À quelle heure, ça? Hey, dis pas ça, Non, mais je travaille à côté. Je vais y aller. Venez-vous-en. Non, je fais des farces, je suis pas improfitable. Non, mais au moins, il y aura du monde. Non, absolument. Écoutez, si on est disponible, on va aller voir ça, c'est sûr. Ensuite, là, vous débutez votre marche, excusez, là, tu l'as dit, le 6. Le 6. Ensuite, vous allez arrêter à Trois-Rivières le lundi 16 mars. Oui. Et Québec, le jeudi 26 mars. Ouais. C'est ambitieux. Ah oui, oui. C'est très ambitieux comme... J'espère pouvoir la terminer, là. D'autant plus que c'est du mauvais temps qu'on a. Moi, j'avais d'autres projets pour ça, mais parce que la rumeur, c'était que la lutte pour le prochain chef, c'était en 2021, je m'excuse. La rumeur. Mais là, c'est venu tellement vite. Je dis, si je veux que mes idées soient répandues un peu, que les gens les prennent, il faut que je fasse la marche au mois de mars. Parce que, et puis, en même temps, je me suis dit, là, peut-être me porter candidat, ça forcera davantage à écouter ce que j'ai à dire. Et ensuite, c'est lui qui deviendra chef, il en fera ce qu'il voudra.
Il pourra prendre ça tel quel, en y mettant un peu Comment vous êtes préparé pour cette marche-là? C'est quoi? Moi, ça fait depuis 2007 que j'ai commencé à marcher. OK. Et là, dernièrement, je faisais 6 km 4 tous les matins. Donc là, vous êtes séparé ça en moyenne par jour de kilomètres? Là, c'est un peu... j'ai pas fait tellement attention. J'ai plutôt regardé à chaque étape combien de kilomètres. Ouais. J'ai quelques étapes un peu trop longues. Par exemple, les 2 premières étapes, Ouais. C'est 27 kilomètres. OK, ça, c'est vos plus longues. Les 2 premières. OK. Mais celui qui m'avait préparé les choses, il avait mis une étape. Mais 27 km, c'est trop. Et puis, j'en fais 2 étapes. J'ai coupé à 2. OK. OK, la première et la deuxième, c'est ça. Et là, vous allez arrêter de parler avec du monde en vous en allant. Voilà, c'est pour ça que j'indique l'endroit et l'heure du départ et l'endroit et l'heure de l'arrivée. C'est ça. S'il y a du monde, à faire une causerie avec lui, ils me poseront des questions, tout. Vous avez sûrement un site Internet pour qu'on puisse aller consulter l'horaire? Non, j'ai pas un site et j'aimerais bien que quelqu'un puisse en faire. C'est-à-dire ce que je voudrais... J'ai ouvert un Twitter que je ne sais même pas encore l'utiliser. Mais si j'avais un site que toi, tu peux aller et que moi, je mets des documents et tu peux te l'accaparer, ce serait parfait. OK. Parce que j'ai juste à... Mais vous avez une page Facebook. On vous rejoint comment? J'ai une page de Facebook, oui. Et votre page Facebook, ça avez-vous le nom? On cherche votre nom, puis c'est... Mon nom, oui, ça devrait être suffisant. Okay. Et puis, il y a une photo de danseuses. Qui sont 8 danseuses, 2 gars et 6 filles, je pense, qui forment... parce qu'à la fête d'un morceau de musique, ils forment... ce qui est dans la photo là. Avec la magie du montage, on va le faire apparaître là. Je fais ça parce que dans le fond, c'est note à moi-même de le mettre là. Alors, vivre à la vie première, c'est mon métier. Vous, là, il y a des gens là, qui veulent faire des dons. Parce que là, j'ai des réactions, là, des gens qui m'envoient des messages, là, ils me disent « Hey, on aimerait bien ça l'encourager, ainsi de suite. » Vous avez un téléphone? Oui, ils peuvent, mais... Malheureusement, peut-être qu'ils peuvent me l'envoyer, mais sauf il faudra qu'ils fassent une deuxième étape, parce qu'il faut d'abord que je rencontre le Parti québécois qui me donne les documents pour pouvoir recevoir des dons. D'accord. Et pour pouvoir signer, comment est-ce qu'on dit, donner sa signature pour m'appuyer. D'accord. Donc, si je n'ai pas ces papiers-là, à partir de là, vous allez pouvoir vous allez avoir un agent financier. C'est ça. Et puis pour les dons, c'est pour les signatures plutôt. Ce qu'il faut faire, c'est qu'ils peuvent prendre le formulaire dans l'ordinateur, ils doivent l'imprimer, le remplir et l'envoyer par la poste. Et non pas par l'ordinateur parce qu'ils veulent la signature réelle. Et là, vous savez, vous êtes conscient, là, c'est 2000 signatures, je crois. Oui, je suis conscient. C'est un bon montant d'argent dessus à verser. Si jamais, un mois. Si jamais le miracle arrive, je serai candidat le 9. Sinon, on verra. Allez-vous vous rallier? Dans la possibilité, mettons que vous me dites un empêchement quelconque, vous réussissez pas à avoir l'argent, quelque chose là, qui fait qu'il vous empêcherait de continuer votre projet. Est-ce que vous avez l'intention de vous rallier? Oui, bien sûr. Est-ce que je vais me rallier à un autre candidat? Ça, il faut voir d'ici que je serai obligé de le faire, comment est-ce qu'eux, ils veulent évoluer, pour savoir à qui. Mais c'est certain que je me rallie aussi au PQ, au parti, là. Pas question de dire, parce que le parti va mal, je m'en vais, non. Au contraire, c'est quand le parti qui va mal qu'il faut rester. Monsieur Barnabé, si dans les 4 autres, lequel vous apparaît le plus premier ministrable? C'est difficile à dire. Un peu. Il y a Nantel, Plamondon, Gaudreau, merde. Et Bastien. C'est Bastien que j'oubliais? Oui. Ah oui, Nantel, Gaudreau, Plamondon et Bastien. Oui. Ce serait peut-être Gaudreau parce que c'est peut-être celui qui, comme tu disais tout à l'heure, l'expérience que j'ai pas, lui en a. OK. Donc, vous êtes prêt à vous rallier avec Gaudreau? Oui et non. Je t'ai dit, je vais attendre que moi, je sors de la course. Oui. Et là, voir ce que les autres font. Bien sûr, s'il y a des gens qui m'appuient et que je ne suis plus de la course, je pense que je dirais à ces gens-là,
faites ce que vous voulez, bien sûr, mais moi, je me rallie à telle personne. Parce que c'est pas bien que j'arrête tout, et puis ces gens-là, bon. Je ne sais même pas si les 5... Parce que vous pouvez me faire un don un maximum de $500, et moi-même, je ne peux pas mettre plus que $500 non plus. Mais si je me retire avant... Bon, si on ne me reconnaît pas comme candidat officiel, cet argent, où elle va, je n'en sais rien. C'est possible qu'il la rende à ceux qui en ont fait... Au parti ou à ceux qui en ont fait... Vous décidez, tout dépendant. C'est moi qui décide? Ça dépend tout le temps comment le don a été fait, là. Mais souvent, ça doit retourner au parti ou à un exécutif de parti. Alors, vous avez un courriel, M. Barnabé? Les gens qui puissent vous renvoyer un courriel, des questions? Oui, dommage, je ne l'ai pas mis dans les documents. Je ne l'ai pas mis dans les documents, là. Mais moi, je pense que je l'ai, votre courriel. Je vais l'afficher grâce au montage vidéo. Non. J'en ai fait un exprès pour ça. Oui? Oui, allez-y. Vas-y. Québec. Oui. En minuscule. Oui. Trait d'union. Oui. 2022. Oui. Trait d'union. Oui. Indépendant. Oui. Arrobas. Oui. Hotmail.com. Hotmail.com. Tu m'en laisseras la copie, je vais le faire apparaître dans le montage. Oui, ben c'est ça. Mais tu peux. Mais si tu utilises celui qui est là-dessus, oui. Il est toujours en vie, lui. Et Monsieur Barnabé, tout ça, là. Si tu utilises ça, ça va toujours. Monsieur Barnabé, je salue votre courage. Je vous remercie d'être revenu ici au studio de Montréal-Nord de Radio Infocité. Merci pour le temps accordé. On a passé beaucoup plus de temps que prévu. Je vous cacherai pas, là, on va peut-être couper quelques petits bouts pour faire une version un peu plus... que les gens... Je vous ai fait parler volontairement, là, exprès pour avoir du jus pour des petites coupures, puis couper les certains moments, mettre en évidence plus que d'autres. Vous allez voir, ça va être beau à la fin. Merci. Alors, c'était tout pour Tout le monde me parle. Merci beaucoup, Carl Brochu, d'être venu remplacer in extremis Marielle Boucher. On salue Sylvain Guay, on salue tout le monde. On salue Jean-Marc, qui doit sûrement nous écouter quelque part, entre deux verres de vin, petit chanceux. Merci tout le monde d'avoir été à Tout le monde me parle à Radio Infocité. On se voit la semaine prochaine. Puis, n'oubliez pas, si jamais vous avez quelques sous qui dorment à quelque part, studio@radioinfocité.com. Vos commentaires sont les bienvenus. Bonne soirée tout le monde et à la semaine prochaine! Ça y est? Ouais, ben là, j'ai...